Monsieur Champagne, c'est qui exactement Monsieur Champagne? Un historien, un diplomate, un amoureux du foot? Ou tous les trois les choses? Un amoureux du monde. Oui, tout ça, c'est ça. Je crois que c'est un mélange de tout ça. Je pense qu'une personne, une personnalité, c'est comme un puzzle avec beaucoup de pièces et chaque pièce joue son rôle. Si vous avez un puzzle de 500 pièces et que vous en mettez 425, le puzzle n'est pas terminé. Et donc, c'est difficile de me définir. C'est un peu tout ça en même temps. Oui, important dans le sens où dans une vie, on n'a pas toujours l'occasion de se mettre sur la table, d'expliquer qui on est, d'expliquer ce à quoi on croit, ce qu'on a fait dans sa vie et ce qu'on a envie d'y faire. Et c'est jamais un exercice facile parce qu'il faut parler de soi en restant à la fois modeste. C'est un exercice intéressant, pas facile, et que j'ai fait avec un journaliste, l'ancien directeur en chef de la rédaction de France Football, Denis Chaumier. C'est un exercice compliqué, mais un exercice passionnant. Depuis tout petit, je vivais pratiquement 3 mois par an à l'étranger et je crois que j'ai attrapé ce virus du monde. Ce virus, je dirais, de la différence, ce virus comme on dit, d'une forme de découverte permanente et donc une forme d'exotisme aussi, mais pas dans le sens comme on dit aujourd'hui, mais dans le sens grec. Exo, la différence, isme, l'amour, c'est-à-dire je crois que c'est l'amour de la différence. Le monde, c'est les cultures, c'est découvrir les gens, découvrir l'autre, pour mieux se connaître aussi. Donc c'est un beau virus quand même. Je crois que, je ne sais pas s'il est beau ou pas, mais ce que je crois, c'est que dans un monde aujourd'hui qui est de plus en plus fractionné, de plus en plus inégal, de plus en plus isolé, on a besoin de véhicules de communication. Et c'est pour ça que j'aime profondément le football, parce que, comme certains le disent, le football, c'est la plus importante des choses, des activités humaines qui ne sont pas importantes. Pourquoi? C'est un sport qu'on peut jouer finalement sans beaucoup de choses. C'est le sport le moins cher au monde. On peut jouer au football sans ligne, parce qu'on peut imaginer de cette pierre à cet arbre. On peut jouer avec, comme je l'ai vu dans des bidonvilles au Kenya, des ballons faits de sacs plastiques avec de la ficelle. Alors que tous les autres sports que j'aime beaucoup, le basketball, le baseball, tous ces sports-là, il faut des équipements, il faut des lignes. Je crois que c'est l'amour de la différence. Je crois que, vous savez, quand vous êtes affecté à un pays, vous arrivez à l'avion, les roues de l'avion touchent le tarmac. Et la différence, exactement, la différence avec un voyage touristique, c'est que vous savez que dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois, vous allez repartir. Et là, vous arrivez, et il y a un moment assez unique, je vais vivre là. Et il y a 2 manières. Il y a une manière un peu arrogante de dire j'ai l'immunité diplomatique, voilà, une sorte de seigneurie diplomatique. Moi, ça ne m'a jamais intéressé cela. En revanche, il faut arriver à s'intégrer, comprendre la culture, parce que ce qui est beau dans le métier de diplomatie, c'est un conduit, la diplomatie. C'est rapprocher les pays, rapprocher les peuples, essayer de gommer des différences, de trouver des solutions. Moi, j'ai vécu une expérience extraordinaire au comité d'organisation. 33 jours de compétition, plus des mois de préparation, c'est une sorte de long tunnel incroyable, incroyable. Et en plus, vous l'organisez et vous la gagnez à la maison. Je sais ce qui s'est passé par exemple en Italie en 90, organisation et puis on ne gagne pas. Et nous, on l'a gagné à la maison. Et c'est quelque chose qui
qui est incroyable. Vous disiez c'est le sommet du monde, mais c'est un moment d'euphorie nationale. Et d'ailleurs, comme on l'a dit, il n'y a jamais eu autant d'exaltation nationale comme à la libération de la France en 1944. Même les grands moments peuvent avoir un grand rôle sur le moment, mais parfois l'effet se dilue. Donc vous savez, c'est à la fois un grand moment, mais c'est aussi douloureux de voir que finalement, d'une certaine façon, la France n'a pas su apprendre de ce moment d'union nationale. Et moi, ça me blesse. Moi, je l'ai connu d'abord à la télévision, comme beaucoup. Et je l'ai connu effectivement à partir de l'organisation de la Coupe du Monde, où j'ai été conseiller diplomatique et chef du protocole. Et puis on a commencé à s'apprécier. Et puis un jour, je devais aller l'accueillir à l'aéroport de Charles de Gaulle. Et donc en avril 1998, je l'ai rencontré à titre l'accueillir à l'aéroport. Et dans la voiture, je lui ai dit que mon expérience de diplomate et de football m'intéressait pour aider à rendre la FIFA plus internationale. Et il m'a dit si je gagne, vous viendrez travailler avec moi. Et ça s'est fait comme ça, à ma très grande surprise, mais ça s'est révélé exact. Dans nos sociétés, on le voit bien, les statistiques le montrent, 1% de la population possède 49% de la richesse mondiale. Depuis la faillite de Lehman Brothers aux États-Unis, 95% de la croissance aux États-Unis ont été pris par 1% de la population. Et le football n'est pas différent de nos autres activités. Les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres qui n'ont rien ont de moins en moins, et la classe moyenne écrasée. Alors, regardons quelques statistiques. Les 20 clubs les plus riches ont un chiffre d'affaires cumulé de 6,2 milliards d'euros par an. Et vous avez dans le monde plein de fédérations qui survivent avec même pas 2 millions de dollars. Où vit-on ? Il faut, je vais vous dire une chose, si je suis élu, je ferai encore plus de programmes de développement parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans ces inégalités du football. Pas seulement entre l'Europe et le reste du monde, mais à l'intérieur de l'Europe, à l'intérieur même des championnats. Voilà le problème du football et vous avez raison. Le danger aujourd'hui, c'est que les décisions sur le terrain sont décidées maintenant de plus en plus par l'extérieur du terrain. Le budget, l'argent, toute une série de choses. Comme le calendrier, c'est seulement 52 semaines, il y a des choses. Bon. Et qu'est-ce qu'on voit depuis un certain nombre d'années ? Une sorte de course au gigantisme. On passe l'Euro de 16 à 24. Vous êtes champion de Macédoine le 1er juin. Vous êtes très content, vous buvez des bières, etc. Et vous jouez la Ligue des Champions déjà le 8 juillet et vous êtes éliminé le 20 juillet. On parle même maintenant de rajouter la Coupe des Nations pour les dates de matchs amicaux. Ce que je trouve dommage parce que les dates de matchs amicaux permettaient à des équipes européennes de jouer contre des équipes africaines, contre des équipes sud-américaines, des équipes asiatiques. Là, ce ne sera plus possible puisqu'il y a de nouveau une compétition. Il faut aussi réfléchir au format des championnats. Dans votre pays, dans le mien, on a 20 équipes. En France, par exemple, il y a un débat sur est-ce qu'on doit passer à 18, est-ce qu'on doit gagner la coupe de la Ligue. Il ne faut pas oublier que pour beaucoup de pays, on ne joue pas assez au football. Par exemple, la plus petite ligue au monde, c'est la Ligue de Belize avec 6 équipes. Et vous avez des ligues en Indonésie avec 22-24. Est-ce qu'on doit aussi avoir des ligues fermées ? Aujourd'hui, dans le monde, on n'a que 2 ligues fermées, la Ligue américaine, la MLS, et la Ligue fermée australienne. Donc la question aujourd'hui n'est plus de savoir si on doit faire un calendrier ou pas, c'est on en a un. La question, c'est l'excès à la fois de nombre de compétitions, où il faut peut-être réfléchir au format. C'est pour ça que moi je suis pour garder la Coupe du Monde à 32. Pourquoi ? Parce que d'abord le format sportif est très très bien à 32, il est clair. Dès le premier match, rappelez-vous, la Coupe du Monde en 2010 en Afrique du Sud, Italie-Nouvelle-Zélande. Vous savez, tout le monde dit cette Coupe du Monde en Afrique du Sud n'avait pas un très bon niveau technique. Mais moi j'ai regardé ce match-là, Italie-Nouvelle-Zélande. C'est incroyable qu'un pays comme la Nouvelle-Zélande ait réussi à faire match nul, comme quoi les choses changent. Donc, je crois que 32, il faut le garder. Deuxièmement, 32, il faut le garder parce que ça coûte déjà très cher d'organiser une Coupe du Monde. On l'a vu avec les controverses politiques et sociales au Brésil. Donc il faut rester à 32. Il faut arrêter le gigantisme. Il faut arrêter. Et on voit bien aujourd'hui la Ligue des Champions où vous avez des clubs champions d'Europe qui n'ont pas été champions dans leur pays. C'est quand même
psychologiquement un peu compliqué. Il faudra réfléchir à tout ça. Imaginez la scène. On est à la minute 90 d'une finale de Coupe du Monde. L'équipe A marque un but. Il y a une discussion sur un hors-jeu, mais pas de 3 mètres comme ça. Le juge assistant, l'arbitre assistant dit il y a hors-jeu. Tout s'arrête, blablabla, les joueurs crient, etc. Le but est annulé. On joue la prolongation et l'équipe B gagne. L'arbitre va rentrer dans le vestiaire des arbitres et il va voir qu'il s'est trompé. Non seulement la corporation des arbitres va être encore une fois montrée du doigt, critiquée. Ce monsieur va sans doute avoir une carrière professionnelle difficile. Et puis surtout, en pensant aussi aux joueurs, l'injustice. Vous gagnez une Coupe du Monde une fois dans votre vie. Donc j'ai changé. Pourquoi? Parce que demain, dans ce même stade de Coupe du Monde, s'il y a ce but annulé pour hors-jeu, on va prendre son smartphone et en 7-8 secondes, on va voir la ligne du hors-jeu. Et la seule personne qui a vraiment besoin de ça, c'est l'arbitre. Donc il faut changer. Vous vous rappelez ce qui s'est passé à Berlin, quand Buffon va voir le 4e arbitre qui a un écran et qui lui voit le ralenti avec la tête de Zidane sur Materazzi. Donc on voit aujourd'hui sur les bancs de touche des entraîneurs assistants avec leurs tablettes qui regardent le match à la télé. On va continuer comment? On ne peut pas continuer. Donc il faut accepter les évolutions technologiques, mais en étant extrêmement prudent, c'est-à-dire seulement quand le ballon est arrêté, sur des cas très précis. Par exemple, le but est marqué, il y a une discussion sur le hors-jeu. Pas 5 mètres, ça. Regardez, vous avez vu comment ça se passe au rugby. Et d'ailleurs, je voudrais aussi importer une règle du rugby, c'est que seuls les capitaines parlent aux arbitres. Pourquoi? Parce que regardez comment ces grands monsieur, très forts, très puissants, il y a une faute et ils disent rien. Voilà. Et c'est culture du rugby. Et je crois que c'est très difficile d'accepter que des grands joueurs crient dans la face d'un arbitre à 20 cm. Pour les enfants et pour les arbitres, c'est pas acceptable. D'abord, c'est difficile pour moi. Je l'ai très bien connu. C'est pour moi quelqu'un qui a porté mes 3 enfants dans les bras quand ils étaient bébés. C'est quelqu'un que j'ai bien sûr, comme vous, même si vous êtes du Torino, c'est un joueur que nous avons tous énormément admiré. Et puis, c'est quelqu'un avec lequel j'ai travaillé. Nous avons commencé tous les deux comme conseillers du président Blatter en 1999. On a fait beaucoup de voyages, on a fait beaucoup de choses ensemble. Et je fais partie de ceux qui, comme M. Blatter et plein d'autres, qui l'ont aidé à devenir président de l'UEFA en janvier 2007. Pourquoi? Parce qu'on voulait, d'une certaine façon, terminer 20 ans de guerre entre la FIFA et l'UEFA. Et puis, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché et je dirais qu'il y a toute une série de choses qu'on ne sait pas encore complètement. On voit bien aujourd'hui avec les controverses sur le Qatar que le rôle de Sarkozy, l'ancien président de la République, les influences politiques, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore complètement connues. Donc, M. Blatter lui-même a dit que c'était une erreur. Mais je voudrais quand même dire une chose. Moi, je pense qu'à partir du moment où, en 2018, on a pris la décision de ramener la Coupe du Monde en Europe, il était assez justifié que nous l'amenions chez nos frères et nos sœurs d'Europe de l'Est. Surtout une vingtaine d'années après la chute du mur de Berlin. Il y a beaucoup de livres, d'articles qui pointent du doigt tel et tel problème. La présomption d'innocence doit être respectée. Et elle est valable pour les Russes comme pour les Qataris. La presse, l'opinion publique ne sont pas des tribunaux. Rappelez-vous, dans une dictature, on est coupable jusqu'à ce qu'on soit prouvé innocent. Donc respectons ça. Mais aujourd'hui, il y a des enquêtes. Et donc moi, ma position est de dire, les décisions existent, 2022 au Qatar, mais laissons faire les enquêtes pour savoir ce qui s'est passé. Et puis on verra. Mais respectons ça. Mais sur le fond, amener la Coupe du Monde dans un pays arabe, c'est quelque chose qui fait, à mon sens, beaucoup de signification dans le monde d'aujourd'hui. Et beaucoup de choses, c'est, comment vous dire, d'abord c'est un immense honneur d'être supporté par le meilleur joueur de l'histoire, c'est quand même quelque chose. Moi j'ai eu le privilège de le connaître quand j'étais numéro 3 à l'ambassade de France à Brasilia, entre 1995 et 1997.
Pelé était le ministre extraordinaire des Sports. C'est des relations professionnelles qui se sont renforcées pendant la Coupe du Monde en France, puis bien sûr après à la FIFA. Si je suis élu, moi je ne resterai pas longtemps. Je n'ai pas l'intention. Vous savez, aujourd'hui, il y a un débat, et moi je le soutiens, qu'on limite les mandats à 3, ça ferait 12 ans. Je ne sais même pas. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est ce que j'aimerais qu'on dise, c'est que si je suis élu à la fin, c'est que, le football est plus équilibré, plus universel, et que la FIFA a retrouvé sa place comme le véritable club de tous les amoureux. Vous savez, moi j'ai un petit garçon de 10 ans qui est licencié dans un club suisse, d'ailleurs qui joue ici. À ce titre, il est membre de la Fédération de football suisse et indirectement, il est membre de la FIFA. Et je voudrais qu'on puisse dire, ah oui, il a permis de recréer ce lien. Et vous savez, tous les jeunes, et même les moins jeunes, jouent à un jeu électronique qui s'appelle FIFA 15, FIFA 16. Assez connu. Énormément connu. Ça veut donc dire que finalement, on fait tous partie de la FIFA. Pour moi, la FIFA, c'est le gouvernement. Ça n'est pas une entreprise privée. La FIFA, c'est le gouvernement d'un pays, d'un État qui s'appelle le football mondial. Et la FIFA n'en est que le gouvernement, avec une forme de responsabilité vis-à-vis du peuple de football, vis-à-vis d'un parlement qui est le congrès de la FIFA avec 209 fédérations. Et donc, si je gagnais, j'aimerais qu'on dise au moment où je parte qu'il a réussi à faire un football plus juste et une FIFA plus acceptée, plus intégrée, au sein de laquelle chacun fasse partie. On va revoir. Vous savez, on est au début d'une campagne électorale. Ce serait extrêmement arrogant de dire, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je suis crédité d'être le seul avec un programme détaillé, 8 engagements, 50 mesures très concrètes. Moi, je ne ferai pas une campagne en attaquant des personnes. Vous n'entendrez jamais un mot de ma part contre tel ou tel. Je vais me limiter au programme. Mais comme vous savez, aujourd'hui, je suis le seul à avoir fait un programme. Les autres, c'est une liste de slogans. Tout le monde est pour la démocratie, tout le monde est pour la justice, tout le monde est pour la transparence. La réalité, c'est comment on le fait. Donc, moi, je rentre dans cette campagne avec détermination, mais avec beaucoup d'humilité. Je ne dis pas que j'ai raison sur tout, je ne dis pas que j'ai la science infuse, je ne dis pas que je suis le seul à pouvoir gouverner la FIFA. Mais je pense que la vie qui a été la mienne, mon expérience professionnelle, à la fois dans le football et dans le monde, me donne des arguments. Et vous savez, pour conclure, certains me disent « oui, mais tu as passé 11 ans avec la FIFA, donc il faut quelqu'un d'extérieur. » Je dirais que ce n'est pas un handicap, c'est un avantage. Pour avoir été à l'intérieur et pour en avoir été chassé pour des raisons politiques, pour après avoir travaillé dans des fédérations aussi diverses que le Kosovo ou la Palestine, je sais ce qu'on peut garder à la FIFA. Je sais ce qu'on doit continuer à faire, parce que beaucoup de choses ont été bien faites pendant 40 ans. Mais je sais aussi ce qu'on doit changer. Donc, ce n'est pas un handicap, c'est un avantage.